J'ai choisi ce thème car l'un des grands traits de la pensée de Souleymane Bachir Diane, et là je répète une observation qui a été également régulièrement mise en avant ces derniers jours, est de nous amener à réaliser que philosophie et spiritualité, quête du vrai et réalisation de soi-même, participent d'un même élan vital. C'est ainsi qu'il est possible de penser ces travaux sur la logique formelle et ceux sur la philosophie de l'islam comme essentiellement complémentaires. Comme l'ont montré certaines interventions, je pense notamment à celle de Felwine Sarr. Le but de ma présentation sera de nous amener à comprendre comment ce type de complémentarité peut être également pensé en Inde, en espérant que cela débouchera sur un dialogue interculturel et polycentrique fertile. Alors tout d'abord, les trois grandes traditions à avoir contribué le plus au développement de ce qu'on appelle la logique en Inde classique, c'est-à-dire du IIe siècle au XIe siècle de l'ère commune, sont d'une part le bouddhisme, également le jainisme et le Nyaya Vaisheshika, qui est un courant de pensée de l'hindouisme. Alors déjà à ce stade, vous voyez que il y a deux traits spécifiques de la philosophie indienne. Tout d'abord, la pensée philosophique semble se développer de pair avec une appartenance religieuse, c'est-à-dire en lien avec une exigence spirituelle et des pratiques orientées vers ce but. Deuxièmement, le philosophe n'est pas un penseur isolé. Il fait partie d'une lignée de pensée, d'une tradition. Il y a en réalité de la plus-value, non pas à être innovateur, mais avant tout à se faire le porte-parole dans un nouveau contexte d'une vérité éternelle. Donc oui, il y a de l'innovation, mais dans ce sens-là précis. Alors je vais présenter certains développements de la logique développés par ces traditions, en indiquant plus les prises de position et les contributions du jainisme dont je suis spécialiste. Alors, je pense que vous serez peut-être heureux que l'on commence par 2-3 remarques sur le jainisme. C'est régulièrement une tradition qui est un peu moins connue que le bouddhisme et l'hindouisme. Alors, les jains, principalement en Inde, mais aussi au Royaume-Uni, aux States, en Afrique de l'Est, également en Belgique et au Canada, sont une communauté de 10 millions de personnes à peu près. Ils suivent un ensemble de rites et de règles de comportement qui ont pour principes fondamentaux la non-violence, le non-attachement et le non-absolutisme. Ça, ce sont les 3 piliers. Dans le jainisme, l'univers est sans début et sans fin. Il traverse des cycles extrêmement longs, c'est un temps circulaire. Et à chaque cycle, la doctrine jain est enseignée par 24 maîtres. Ces maîtres sont appelés jina, ce qui signifie en sanskrit vainqueur, car ils sont les vainqueurs de leur passion. Ils ont su vaincre leur passion. Et les jains sont en fait les fidèles de ces jinas, de ces vainqueurs. Et notamment du dernier d'entre eux, Mahavira, le grand héros, qui a vécu une vie très similaire à celle du Bouddha au VIe siècle avant l'ère commune. Donc pas de Dieu dans le jainisme, mais un culte de ces êtres libérés. La conquête des passions et l'équanimité sont le moyen d'atteindre la libération. Être libéré, ça veut dire devenir ce que l'on est réellement. Et ce que l'on est réellement, dans le cas du jainisme, c'est une âme qui est un type de monade, en fait, une entité monocellulaire isolée, omnisciente. Donc c'est vraiment l'omniscience qui est visée ici. Le lien entre la destruction des passions et la connaissance dans sa forme absolue trouve une expression unique dans les théories du karma qui sont présentes en fait dans l'ensemble des traditions indiennes. Donc 2 mots peut-être parce que c'est quelque chose qui va avoir une importance dans la suite sur cela. Karma signifie acte en sanskrit et il désigne ici plus précisément les conséquences déterminantes de nos actes. Donc j'aime bien la petite métaphore de quelqu'un qui va au ski. Quand on skie, on produit une trace dans la neige et à force de skier au même endroit, la trace est assez profonde pour qu'il soit de plus en plus compliqué de s'en extirper. En fait, les théories du karma vont elles-mêmes être des explications de la façon dont les habitudes se forment. Donc du fait de la réalisation d'un acte aujourd'hui, la réalisation d'un acte aujourd'hui va déterminer notre être futur. Et non seulement dans cette vie, mais dans toute la série de vies que va expérimenter notre âme qui, elle, est éternelle. Alors les jains conçoivent plus précisément le karma comme une matière concrète, subtile. Ils sont les seuls à faire ça. Une matière qui occupe tout l'espace cosmique et qui développe les conséquences de nos actes. Alors ils disent que c'est à cause des passions qui agissent comme une colle et dont la plus néfaste est la violence. Ces conséquences de nos actes collent à notre âme. Vous m'entendez bien, oui? Donc si l'on essaie de reformuler ça, nos actes sont les témoins d'un désir du soi envers des objets hétérodoxes et aussi limités.
Ainsi, il détermine la forme d'un état mental qui est étranger à la nature réelle du soi, et la matière karmique serait un type d'expression de ces états. Un peu comme le reflet d'un visage dans une vitre serait un type d'expression de ce visage. Et il est dit que la matière karmique réduit les capacités cognitives du sujet. On peut penser ça dans des termes similaires, un peu comme la présence du visage devant la vitre, à travers laquelle un paysage peut être observé, tout en étant en même temps ce qui cause la vision elle-même. Cette présence est aussi ce qui cause des reflets qui brouillent la vision du paysage. Donc si j'ai passé du temps sur cette conception du karma, comme ce qui découle de nos mauvais actes et qui va réduire nos capacités épistémiques, c'est que cette conception est une clé essentielle pour bien comprendre le lien fort qu'il y a entre religion, métaphysique et épistémologie. Les disciplines ici, de toute façon, ne sont pas segmentées. Il y a une continuité entre les ordres de la réalité. Donc, jainisme, hindouisme, bouddhisme, comme des voies vers la réalisation de soi-même, cela implique non seulement un ensemble de pratiques, mais également une conception du monde. Et cette conception du monde est recueillie à la fois dans la littérature religieuse canonique et ses commentaires, mais également dans la littérature narrative et aussi, ce qui va nous intéresser ici, dans les textes philosophiques. L'édifice philosophique en Inde classique repose sur les Nyaya Sutras. Les Nyaya Sutras sont les manuels de logique rédigés au IIe siècle de l'ère commune par l'école hindouiste du Nyaya. Mais en réalité, ils sont reconnus comme un manuel de référence par l'ensemble des traditions. Ce manuel indique les critères permettant de distinguer une connaissance correcte d'une illusion de connaissance correcte. Les types de connaissances examinés dans ce traité sont comme par exemple la perception, le recours à un discours fiable ou encore le raisonnement par inférence. Et c'est ce dernier type de connaissance que nous allons voir et qui a un statut particulier du fait de son potentiel argumentatif. Donc vous êtes tous au fait de ce qu'est un raisonnement inférentiel. Je me permets d'être à nouveau clair sur le sujet en utilisant une présentation plus typiquement indienne de cela. Donc si Devadatta c'est Dieudonné en fait en sanskrit, si Devadatta veut acheter une mangue mûre pour la manger de suite, vous imaginez bien qu'il ne peut pas aller dans l'étalage prendre une mangue et la goûter. Et goûter toutes les mangues de l'étalage et choisir celle qu'il désire. Mais ce qu'il peut faire, c'est raisonner. Raisonner à partir de ce qu'il perçoit des mangues, leur couleur, leur texture, et la régularité de son expérience passée, de l'association entre une couleur déterminée, une texture déterminée et un goût donné. Donc il ne va pas choisir la mangue verte et ferme, mais il va choisir celle qui est jaune-rouge et plus malléable. Donc cette couleur, cette texture de la mangue est appelée propriété de témoin, hetu, qui signifie aussi raison, cause. Et la logique en Inde, c'est la science de ces raisons-là, de ces causes de ma connaissance du goût de la mangue. Et le goût est appelé la propriété à établir, c'est-à-dire. Quant à la régularité de mon expérience, elle n'est pas due au hasard, elle est garantie par le fait que les deux propriétés dépendent du même ensemble causal, c'est-à-dire d'un état de mûrissement déterminé de la mangue. Donc cette infaillible coprésence des deux propriétés est conçue comme une relation nécessaire. Et c'est à partir de là que les philosophes indiens ont constaté que la mise en mots d'un tel raisonnement était telle que tout interlocuteur adhérent aux prémices ne pouvait qu'adhérer aux conclusions. Et ils vont formuler une forme canonique d'un tel raisonnement qui va être reconnue par l'ensemble des traditions et aussi des règles de débat philosophiques visant à éprouver la validité de ce raisonnement. Donc la littérature regorge d'histoires de conversion qui sont réalisées, donc de conversions religieuses réalisées à la suite de l'un de ces débats. Voici, donc je vais vous 5 minutes, d'accord. Donc brièvement, la forme canonique telle qu'on la trouve dans le manuel de logique. Donc tout raisonnement doit se faire en cinq énoncés. Tout d'abord, une thèse, le son est impermanent, donc attribution d'une propriété à un sujet, cause car c'est un produit, donc propriété témoin, explication, tout ce qui est un produit est impermanent, comme un pot. Donc on sait par le concept même de produit qu'il a été produit, donc il a un début, donc il ne peut pas être permanent. Maintenant, l'exemple similaire, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais il y a beaucoup de discussions intéressantes sur la nécessité de produire un exemple dans ce type de forme argumentative. Application, or le son, Shabda est un produit, conclusion, donc le son est impermanent.
Donc, lorsque la logique aristotélicienne se développe à partir de la forme syllogistique, la logique en Inde se développe, elle, à partir de cette forme en 5 énoncés. Les différentes écoles vont proposer des modifications à cette forme, des ajouts. Les enjeux vont être ontologiques, logiques, épistémologiques, mais tous vont s'accorder, en tout cas, à continuer à utiliser cet outil pour tenter de résoudre de façon interdoctrinale les problèmes philosophiques les plus importants. Donc la logique ici en tant qu'instrument de communication entre ces 3 grandes traditions. Et les logiciens de ces 3 traditions cherchent surtout une façon de reconnaître à coup sûr que la relation entre propriété témoin et propriété à établir est nécessaire et non accidentelle. Donc il y a de nombreuses tentatives de formuler une théorie prouvant la pertinence du choix de propriété témoin pour permettre d'inférer une propriété à établir. Donc ces tentatives vont de théories faisant la liste de types de situations inférentielles possibles, et là il y a notamment un tableau de 8 situations inférentielles qui n'est pas sans rappeler le carré logique, à des théories qui posent les bases ontologiques du raisonnement valide, causalité, identité de nature, et là on se rapproche plus de la justification scientifique, et de nombreux développements techniques, donc, notamment sur les types de négation. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur les désaccords que ces instruments logiques échouent à surmonter. Prenons comme exemple le débat dans lequel les philosophes du Nyaya Vaisheshika ont prouvé l'existence nécessaire de Dieu, Ishvara, et les philosophes du bouddhisme et du jainisme vont la réfuter. Dans ce débat, Jain et bouddhistes s'accordent à dire qu'il y a une relation nécessaire entre être un artefact et avoir un créateur conscient, alors que les philosophes du Nyaya vont tenter de prouver qu'il y a une relation nécessaire entre être un produit et avoir un créateur. Et donc si des choses comme des montagnes, de l'herbe et tout ce qui se conçoit type de produit et un créateur conscient, mais entre un produit en général. Et penser que la relation nécessaire ne se ferait qu'entre un artefact et un créateur conscient, ce serait comme penser ce serait comme pour un ensemble de personnes qui n'a jamais vu que des peaux rouges être réalisées, penser qu'il n'y a de relation nécessaire qu'entre un pot rouge et l'acte d'un potier. Alors qu'une distinction entre des peaux de différentes couleurs n'est absolument pas pertinente lorsque la question est celle de l'existence ou non d'un potier. Donc ça, c'est juste un exemple de type de discussion qui suivent l'énonciation d'un tel argument en 5 membres. Et un exemple de désaccord persistant que l'argumentation logique ne règle pas. Donc je suis bientôt à la fin. Donc nous nous retrouvons, il n'y a pas de méthode de décision pour cela, nous nous retrouvons au point de désaccord initial. Et c'est ici donc, que les Jains effectuent la contribution pour laquelle ils sont le plus renommés, pointer que ces désaccords mettent en jeu toute une conception du monde, non seulement l'existence nécessaire d'un Dieu, mais aussi une conception de la causalité ou encore de ce qui constitue une preuve correcte. Tout d'abord, ils partent du constat que les facultés humaines subsument la diversité sous l'unité, car autrement rien ne serait intelligible. Je ne vais pas utiliser un vocable différent pour désigner le bleu de ce crayon, le bleu de cette bouteille, voire chaque instance de bleu. Mais agir ainsi, bien sûr, c'est résoudre la complexité essentielle de l'objet de connaissance. Et les Jains vont proposer des classifications pour spécifier différents types de résolution de diversité, différents types d'attention, et l'une d'elles s'appelle la théorie des points de vue. L'une d'elles est une classification qui vise à spécifier les types d'attention particulièrement pertinents pour l'homme qui tente de répondre à la question « qu'est-ce qui existe ?» C'est une méta-épistémologie avec laquelle les Jains rendent compte des attitudes spécifiques et des limites spécifiques de leurs collègues philosophes venant d'autres traditions. J'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de temps pour un exemple, mais voilà, il y a un point de vue qui va regrouper les théoriciens qui considèrent que la réalité est robuste, celle qui subsiste à toute analyse et celle qui inclut le moins possible. Là, on va voir des philosophes comme les bouddhistes, pour lesquels toute généralisation, comme notamment l'idée de persistance de l'identité, va être une construction épistémique. Et donc là, les Jains vont montrer qu'ils excellent à montrer le caractère impermanent de toute chose, donc ils apportent quelque chose au débat. Malheureusement, ils échouent à rendre raison de notamment l'identité personnelle qui va expliquer D'accord. Donc ma toute dernière page, donc ce type de désambiguation de la signification d'un énoncé de connaissance en relation avec une conception du monde, ce type de désambiguation devrait nous permettre de mettre à jour donc un type de présupposé.
Voilà, de quoi l'on parle quand on parle de produit. Donc voilà, pour conclure, plusieurs intervenants ont indiqué que l'une des tensions entre exercice de la raison critique et spiritualité est que cette dernière accepte l'adhésion à des révélations qui utilisent d'autres facultés. Dans le jainisme, ces autres facultés sont accessibles à l'homme par suppression, destruction de la matière karmique dont je vous ai parlé. Notre but est vraiment de devenir nous-mêmes omniscients. Eh bien, ces autres facultés sont utilisées pour fonder l'exercice de la raison critique dans le jainisme. C'est un type de reconnaissance directe de l'universel qui fonde l'inférence. C'est également ce qui légitime une lignée d'interprétation, car les facultés suprasensibles sont accessibles à celui qui a un comportement éthique, c'est-à-dire détaché. Donc ça va être le moine le plus accompli qui va connaître le mieux. Il y a une réelle hiérarchisation de la bonne interprétation. Et donc oui, juste parce que la thèse est dans le... Pardon. La logique ici se fait propédeutique dans un sens bien particulier. La logique est aussi une pratique monastique, un entraînement pour le moine à saisir les situations sous une pluralité d'angles d'analyse, d'être capable de se détacher d'une interprétation unique et en soi de suivre aussi un détachement des situations particulières. Donc on en revient à deux des trois grands principes du jainisme, non-absolutisme, non-attachement, que même la logique permet de pratiquer. Donc dans la théorie Jain du karma, nous sommes, bien que de façon très très spécifique, dans un mouvement de devenir qui nous avons à être. Et c'est dans ce mouvement que la raison peut se